Dans la mesure où l'on suppose que la redescente du philosophe dans la caverne a lieu après qu'il est parvenu à une connaissance directe et suffisante de l'idée du bien, il suit de la suggestion de Wilde que cette redescente ne peut jamais avoir lieu. Le philosophe devra consacrer toute sa vie à la tâche non terminée et non terminable de la philosophie. Alors que de nombreux passages de la République contredisent la suggestion de Wilde, il semble que le Phédon, auquel il fait référence, lui apporte un appui. On pourrait expliquer la différence entre les enseignements des deux dialogues par la différence de situation des deux conversations, et l'on pourrait défendre l'opinion selon laquelle la situation de Phédon rend possible une présentation de la philosophie plus réaliste que celle de la République. La République, pourrait-on dire, est délibérément utopique, non seulement en ce qui concerne la politique, mais de la même manière en ce qui concerne la philosophie. Les citoyens et les gouvernants qu'elle envisage sont des dieux ou des fils de Dieu. Mais tandis que l'utopie politique ne peut pas guider l'action politique, sinon dans le sens vague d'une inspiration, l'utopie politique peut et doit guider l'action philosophique. En d'autres termes, tandis qu'il n'y a aucun exemple d'un ordre politique véritable, il y a un nombre d'exemples de véritables philosophes. Le Phédon éclaire également l'affirmation de Wilde à propos de la raison pour laquelle le philosophe doit descendre. Le philosophe, dit-il, est attaché par les liens de la nature à ses semblables prisonniers dans la caverne. Le Phédon, cependant, montre bien plutôt combien Socrate était peu attaché par quelque lien que ce soit à ses parents les plus proches. Xanthippe et ses enfants notaient également les remarques quelque peu divergentes du Phédon et de la République à propos de la guerre. On se méprendrait grossièrement sur les intentions de Wilde si l'on devait en tirer la conclusion qu'il est tout près de dépasser l'interprétation politique de la philosophie de Platon. Sa reconnaissance que la philosophie a un caractère essentiellement fragmentaire est simplement le prélude à la suggestion selon laquelle la philosophie doit être subordonnée à la théologie. Telle est l'implication de l'énoncé suivant. Ainsi, c'est-à-dire avec une certaine confusion, on interprétera la théologie en termes de philosophie, la philosophie en termes de science, et l'on interprétera la science de manière opératoire en termes de procédures techniques. C'est seulement en s'appuyant sur cette dernière suggestion qu'il peut maintenir dans les limites du platonisme l'affirmation de l'harmonie naturelle entre la philosophie et la politique et en même temps nier la possibilité d'une connaissance directe et suffisante du principe suprême. Car ce que la philosophie à elle seule ne peut accomplir, la philosophie éclairée par la théologie le peut. La révélation divine et non pas la philosophie fournit cette connaissance suffisante de l'idée du bien qui est indispensable pour le devenir effectif de l'ordre social parfait. C'est en effectuant cette supposition tacite que Wilde trouve un exemple de la cité parfaite de Platon dans la première église apostolique dans laquelle une seule et même sagesse exige la soumission de toutes les activités vitales de l'ensemble au plan doctrinal général, formulé et gardé par les grands conseils maintenus et renforcés par les écoles et les fonctions administratives de l'Église. Il n'est pas besoin d'insister sur la notion de Wilde d'état platonicien chrétien, qu'il appelle également l'état platonicien ou rationnel. Il va sans dire qu'il n'y a pas de place dans l'enseignement de Platon pour une théologie qui fixe certaines conditions qui déterminent la forme générale de la philosophie, et que Wilde est un peu plus proche de Platon lorsqu'il désigne comme une mythologie ce qui, dans son propre langage, serait une théologie. Ce n'est pas sans bonne raison que Platon a remplacé le règne égyptien des prêtres par son règne des philosophes. On peut ajouter que selon Wilde, le seul exemple d'un ordre social parfait fut à assez courte durée. Il affirme qu'il y a un parallélisme entre la dégradation de l'aristocratie de Platon, d'abord en timocratie, puis en oligarchie, et la dégradation de la première église, d'abord en catholicisme post-constantinien, et puis en la vie moderne, avec son principe fondamental de la séparation de l'église et de l'État. Si Wilde croit encore à l'harmonie naturelle entre la philosophie et la politique, cela ne peut être dû qu'à son anticipation d'une prochaine transformation de notre anarchie-démocratie présente en l'état platonicien chrétien. On se demande bien de quel droit il peut s'opposer à l'affirmation de Maritain que seule la religion peut sauver l'homme du totalitarisme et affirmer tranquillement que cette théorie ne s'accorde tout simplement pas avec les faits. La seule explication que je puis imaginer est qu'il fut un instant ébloui, sinon éclairé par la flamme de la philosophie. On peut imaginer qu'un homme écrive un livre sur le problème politique de notre temps sous l'apparence d'un livre sur la philosophie politique de Platon, alors qu'il s'agirait d'un très mauvais livre si on le regardait comme une interprétation de Platon. Il pourrait être excellent pour nous guider au milieu des troubles de notre époque. Wilde nous promet presque un tel livre lorsqu'il nous demande de tenter de traduire le vocabulaire social de Platon en termes vivants et d'illustrer son examen par des exemples familiers modernes en subordonnant l'exactitude littérale historique à l'exactitude philosophique. Nous avons vu que Wilde prétend considérer la question politique cruciale de notre temps du point de vue d'une interprétation progressiste du mode de vie démocratique américain.
En imputant à Platon, à tort ou à raison, ses propres opinions antifascistes, il souhaite manifestement s'opposer au détournement fasciste de l'enseignement de Platon et ainsi priver le fascisme de l'une de ses armes idéologiques les plus fortes. Il soutient que seuls les faux semblants pourraient interpréter la République comme une aristocratie et que ce sophisme très apprécié de l'érudition allemande du XIXe siècle, qui est maintenant à la mode en Amérique, est au fondement de l'interprétation de la République comme la charte philosophique originelle du fascisme. Nous devrons examiner brièvement comment un homme qui est manifestement un véritable savant, qui a manifestement acquis par des prouesses un signe le droit moral d'appeler savants prétendus les grands historiens et philologues du XIXe siècle allemand, et qui en outre a pris pour devise l'exactitude philosophique, comment un tel homme sauve la démocratie et écrase le fascisme. Il suggère que la conception fondamentale de la pensée politique fasciste est la négation de la suprématie du législatif sur l'exécutif, une négation préparée par l'usage des mots même de souverain, guide, leader et même pouvoir exécutif. Pour ne mentionner qu'une seule objection, entre mille qui doit être évidente à tous, la suggestion de Wilde est une bien pauvre défense de la démocratie, parce que comme le sait n'importe quel écolier, le pouvoir législatif peut échoir aussi bien à un seul ou à quelques-uns qu'à tous les représentants de l'ensemble des citoyens. Wilde en dit trop peu, à savoir rien qui ne soit complètement flou sur l'influence populaire sur le législatif, et il en dit trop, à savoir les choses contradictoires sur la relation entre le processus législatif et la sagesse. Plus sérieux en un sens est ce qui découle de sa suggestion sur la relation entre Platon et le fascisme. Si la négation de la suprématie du législatif et du fascisme, ou se rapproche dangereusement du fascisme, assurément l'auteur du politique, qui nie par principe la nécessité même de loi, a fortiori d'une branche législative dans le gouvernement, serait l'un des plus éminents précurseurs du fascisme. En tout cas, ni Platon ni Aristote ne pouvaient ne serait-ce que songer à faire concurrence à John Locke en tant que défenseur déclaré et inconditionnel de la suprématie du législatif comme tel. Wilde distingue entre ce que nous entendons par démocratie aujourd'hui et la démocratie effective. Ce que nous entendons par démocratie aujourd'hui est le mouvement dans la direction qui nous éloigne du fascisme. La démocratie effective est quelque chose entre l'oligarchie, le gouvernement de ceux qui sont au niveau le plus élevé de la hiérarchie productive, et l'anarchie, la conquête de l'ordre productif par la consommation individuelle. Le seul salut est une forme de socialisme, mais il faut transformer le socialisme tel qu'il se pratique actuellement en une forme d'autoritarisme, un socialisme chrétien ou un socialisme d'État, ou en une forme de tyrannie semblable à ainsi nommé national-socialisme. Le socialisme d'État, qui est apparemment la même chose que le socialisme proprement dit, est rejeté parce qu'il est matérialiste et qu'il essaie de faire de chaque homme un parasite. Partant, la solution dernière est un certain autoritarisme rationnel, ou bien un socialisme chrétien, ou bien un socialisme nazi, ou bien un contrôle par une autorité rationnelle, ou bien un contrôle par une autorité irrationnelle. Ainsi, le national-socialisme, en tant que distinct du socialisme proprement dit, qui apparemment doit être classé comme un autoritarisme irrationnel, acquiert en fin de compte le statut d'un autoritarisme rationnel. Wilde en annonce la raison avec une clarté inhabituelle. L'anarchie, la démocratie, ne peut aller plus loin. Nos grandes démocraties doivent suivre l'une ou l'autre voie. L'ordre doit être établi. Il n'y a plus moyen de repousser la décision, c'est-à-dire le choix entre le socialisme chrétien et le national-socialisme. On ne peut exiger plus fortement que l'on abandonne la démocratie immédiatement en faveur de l'une des deux formes d'autoritarisme rationnel, le socialisme chrétien ou le national-socialisme. Cette exigence s'accorde très bien avec le diagnostic suivant porté sur le fascisme. Dans leur lutte contre les petits chefs parasites, sans doute les dirigeants syndicaux, ceux qui sont au niveau le plus élevé de la hiérarchie productive, cette classe d'ordre à laquelle appartient ce qui subsiste encore de la loi et de l'ordre, où les riches ordonnés sont forcés de s'unir pour se défendre contre la démocratie qui gagne du terrain, s'ils réussissent, ils établiront un régime fasciste de loi et d'ordre, accentuant les hiérarchies traditionnelles de l'État et supprimant impitoyablement toute démocratie. La seule autre possibilité est qu'un génie politique ou qu'un parasite corrompu protège le peuple d'une telle révolution de classe et devienne un dictateur absolu. Je ne crois pas un seul instant que Wilde cherche à prêcher le fascisme ou le national-socialisme. Il effectue d'un même souffle les énoncés cités dans le paragraphe précédent. Et l'affirmation selon laquelle même l'anarchie de la démocratie pure est préférable au fascisme et selon laquelle l'État tyrannique est le degré le plus bas auquel puisse déchoir la vie humaine
Dans le langage du prophète du 10e livre de la République, Wilde peut justement dire la chose suivante à ceux qui sont tentés par ce qu'il dit de préférer le national-socialisme à la démocratie ou la démocratie au national-socialisme. Celui qui choisit a toute la responsabilité de son choix. Wilde n'a aucune responsabilité. Je n'ai pas le moindre doute que ce qu'il dit sur la question de la démocratie par opposition au fascisme est le résultat de cette même exactitude philosophique qui caractérise tout son ouvrage, ou de cette assurance insolente dans l'affirmation d'une conjecture fugitive qu'il attribue à l'homme démocratique. Un homme qui prétend être platonicien et qui publie dans ce pays, en ce moment, un livre sur la philosophie politique de Platon porte plus de responsabilité que celle portée ordinairement par tout écrivain. Wilde n'a pas simplement grossièrement échoué à donner une représentation qui ne soit pas trop grossièrement trompeuse des opinions de Platon, et spécialement de ses opinions politiques. Il a également fourni aux nombreux ennemis de Platon et des études platoniciennes l'arme la plus puissante qu'ils pouvaient espérer. Il était nécessaire que quelqu'un écrivît quelque chose comme le présent article afin d'empêcher, dans la mesure du possible ou du nécessaire, que la question qui est au fondement du livre de Wilde, mais qui n'a jamais été une question pour lui, ait le même sort que celui que son livre mérite joliment bien.